Alors Ingrid, vous êtes la maman d'Alexandre qui a 5 ans, qui est installé là-bas bien sagement, et d'Aurore qui a 7 mois. C'est Alexandre donc, qui a été hospitalisé en août dernier pour une pneumonie avec un épanchement pleural, alors que vous étiez vous-même enceinte de 8 mois et demi, d'Aurore qui est là. Il a d'abord été hospitalisé en réanimation pédiatrique. Quelles explications vous lui avez données à lui, en tant que petit garçon de 5 ans? Mais, il a commencé une pneumonie qui a d'abord été traitée à la maison, Ouais. et puis il a fait une rechute. Et donc on est allé aux urgences. Lui-même a demandé, il a dit je veux retourner à l'hôpital parce que j'ai trop mal. Et quand on est arrivé là, les analyses ont montré tout de suite qu'il y avait un épanchement. Et donc en fait c'est le chirurgien qui lui a expliqué d'abord, lui a dit écoute, il y a du liquide qui s'est mis autour de ton poumon, c'est ça qui te fait mal, il faut l'enlever et pour ça il faut que tu restes ici avec nous. Et on va t'endormir, comment te poser un petit tuyau pour faire sortir le liquide. Et donc tu vas rester avec nous quelques jours. Et on lui a rien caché? Non. En quoi c'était jamais rien important caché. selon vous, pour lui? C'est un enfant qui est très honnête lui-même et qui donc ne supporte pas qu'on lui mente. Et donc chaque fois qu'un soin allait lui faire mal, on lui disait ici tu vas avoir mal mais ça ne va pas durer longtemps. Et donc quand on lui disait ça ne va pas faire mal, il ne se crispait pas puisqu'il savait que c'était vrai, que Et ce il vous soin-là croyait, pas... voilà, Oui, tout il à vous fait. croyait. Alors vous dites que vous avez été impressionné, c'est votre mot, pour le respect de son intimité de la part des professionnels. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que bon, ce sont des choses auxquelles j'aurais pas pensé moi-même, Oui. mais le service était pourtant pas très rempli parce que ça, j'ai eu cette chance-là, c'est qu'on était au mois d'août, donc il n'y avait pas beaucoup d'enfants hospitalisés, et donc les infirmières avaient, pour moi, du temps pour lui. Mais malgré cela, puisque comme il était en réa, tous les lits sont alignés les uns à côté des autres, et lorsqu'on venait lui faire sa toilette, on fermait toujours le rideau pour que les gens qui rentrent, alors que les gens qui rentraient étaient du personnel soignant, donc, mais malgré ça, on fermait toujours le rideau. On venait lui demander si on pouvait prendre la température, juste un détail, alors que c'est dans l'oreille, donc ça fait pas mal. Mais, et alors, quand il a pu se lever de son lit après quelques jours et qu'il devait aller aux toilettes, là aussi, on fermait le rideau, on venait lui installer un petit pot. Un vrai petit oui. patient, quoi. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Et c'est vrai qu'au départ, j'y aurais pas pensé moi-même. Je me dis, bah oui, Oui, c'est l'hôpital. il est hospitalisé, voilà, c'est ça. Mm. Et donc ce sont vraiment des petits détails, mais qui ont Qui ont fait une vraie différence. Quand on écoute l'histoire d'Ingrid et Alexandre, justement, en quoi les explications sur la maladie et sur les soins, c'est nécessaire pour l'enfant, quel que soit son âge d'ailleurs? Encore une fois, c'est un droit, je vais insister beaucoup aujourd'hui, mais c'est un droit de l'enfant, enfin de tout patient d'être informé, mais encore plus les enfants, et adapté en fonction de l'âge, avec des mots que l'enfant peut comprendre, quand vous parlez du petit tuyau, etc. Donc ça, c'est avant tout un droit. Et puis, je crois que lorsqu'on va expliquer à un enfant, et là je pense à tous les documents que nous faisons à Sparadrap, que ce soit les fiches pratiques, les guides, les fiches pratiques, c'est ne serait-ce qu'expliquer une prise de sang, radio, une ponction lombaire, tous les examens que pratiquement sont listés, je vous invite à aller voir sur le site, mais aussi tous les guides, un enfant qui sera informé, un parent qui va être informé, parce que tous les parents ne connaissent pas tous les soins qui vont être faits, on va baisser le niveau d'anxiété. Si on baisse le niveau d'anxiété, si vous avez moins peur, vous avez moins mal. Vous allez vivre autrement les soins. Et puis, on rend l'enfant acteur, quoi. On lui dit, voilà, on va faire ça, alors ça va se passer comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es partant? On le fait maintenant, on le fait tout à l'heure. Bon, bien sûr, il y a quelquefois un petit peu de négociation, parce que le soin, il va falloir le faire, malgré tout. Et quel bénéfice après? Et puis, quel bénéfice? Et puis, bon, là, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais même ne serait-ce que avoir son accord pour qu'il soit acteur de sa santé. De ce fait-là, il va y participer autrement. Ou alors, on va lui dire, bah, écoute, pendant qu'on fait le soin, alors on peut le distraire. Pendant que maman ou papa va te distraire pendant le soin, voilà. Ou alors même jusqu'aux techniques d'hypnose, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais qui vont vraiment permettre à un enfant un vécu, mais complètement différent. Et encore une fois, quel Dès que soit l'âge de l'âge. 6 mois, oui. Avec Louison, ça a été, on a expliqué tout de suite. Ouais. Il faut leur expliquer. Tout petit. Alors, on voit vous que prêchez les des explications, elles comptent, bon, même à un plus jeune âge. On voit aussi que les parents, le rôle des parents est important. Vous, Adèle, dès votre arrivée à l'hôpital, vous avez passé une sorte de contrat, de partenariat, un deal avec les médecins. Lequel? On est parti du constat avec mon mari très très vite qu'on n'était pas médecin. On a des métiers qui sont vraiment à l'opposé de la médecine, donc on n'avait pas les capacités intellectuelle, mentale et médicale pour soigner Louison. Donc ça a été un constat qui a été très dur. On ne pouvait pas l'aider de ce point de vue-là. Donc on s'est dit, et les médecins nous ont dit aussi, ils nous ont parlé de partenariat, c'est-à-dire qu'on a dit, bon d'accord,
on ne peut pas soigner Louison, nous, en tant que parents. Vous pouvez le faire, on vous donne Louison. On donne Louison à des inconnus. Mais nous, par contre, on peut la lire. Parce que Louison ne parlait pas à l'époque. Donc elle avait 6 mois. Donc nous, on la connaît. Donc on sait si elle va aller bien, si vous faites ça, si elle va souffrir ou si elle ne va pas souffrir. Et donc cette espèce d'osmose comme ça, de deux angles qui s'englobent, fait que ça a facilité le séjour de Louison dans le service. Et ça nous a facilité aussi le séjour et ça a facilité le séjour des médecins aussi. Parce qu'ils se sont dit, et on en revient à la douleur, dites-nous si elle a mal. Des traducteurs. C'est un peu ça. Et en même temps, vous dites aussi que vous participiez aux soins. De quelle façon? Sans être médecin, justement. Alors, on ne participe pas aux soins les plus difficiles, c'est-à-dire nettoyer le cathé, des choses comme ça. Par contre, on était toujours là, on a toujours été là, sauf les blocs. Sur quoi, par exemple? Par exemple, tout simplement, la chimiothérapie engendre des nausées, surtout un problème au niveau de la flore intestinale. Et pour ne pas trop accentuer l'effet sur la flore intestinale, on lui donnait du lactéol. Et le lactéol, c'est une sorte de petit sachet. Donc en fait, on prenait une seringue, ce qu'on appelait la pipette, sans l'aiguille. On prenait le lactéol, on mélangeait le lactéol dans l'eau, on prenait le lactéol et on le mettait dans la bouche de Louison. Ça a été ça. Ça, vous pouviez le faire. Ça, on pouvait faire. On a fait aussi, on mettait de la crème sur les fesses de Louison parce que le fait de la chimiothérapie brûlait les fesses de Louison. Donc ça aussi, ils nous préparaient une espèce de pâte. Et puis ensuite, on l'a mis et on a mis la sonde gastrique aussi. On a ce qu'on appelait brancher la sonde gastrique parce que Louison n'arrivait plus à manger et surtout à retenir les biberons. Donc ils nous ont appris à brancher la sonde gastrique, surtout qu'on l'a utilisée aussi en rentrant à la maison. Donc c'était aussi nécessaire parce qu'après il fallait qu'on vous en fait participer en tant que parents. Très vite. Stéphanie, vous, est-ce que vous pouviez être présente lors des soins qui peuvent être parfois très douloureux? J'ai toujours été présente pour tous les soins. De toute façon, Caroline, je pense qu'elle ne se serait pas laissée faire si je n'avais pas été là. De toute façon, elle souhaite que je sois présente aussi bien pour les pansements de cathéter, les myélogrammes, les ponctions lombaires, c'est des gestes qui sont douloureux quand même, et elle serait très très inquiète si j'étais pas là. Qu'est-ce que ça changerait vraiment pour Caroline? Ce que ça changerait si j'étais pas là. Si vous n'étiez pas là pendant les soins. Je pense qu'il ne pourrait pas lui faire. De toute façon, il ne pourrait pas lui faire. Elle serait, elle serait bloquée. Le pansement du cathéter maintenant, je pense qu'il pourrait. Mais tout ce qui est myélogramme et ponction lombaire, c'est des aiguilles, bon, effectivement, il y a toute la prémédication pour éviter qu'ils aient mal, mais quand même, c'est impressionnant. C'est impressionnant, il y a toute une adaptation, et de toute façon, il ne pourrait pas lui faire, il ne lui ferait pas. Dans une certaine mesure, les parents peuvent participer aux soins, mais est-ce qu'ils peuvent s'imposer, dire oui, moi j'ai envie d'aider face à, je sais pas, des médecins qui seraient réticents, par exemple? Parce que ça peut être encombrant aussi d'avoir des parents entre les pattes quand on soigne. Oui, je pense que les parents, leur place, elle est primordiale, mais ça ne s'improvise pas pour moi. Il faut réfléchir, quand on doit faire des soins, à quelle place on leur donne aux parents. L'enquête qu'on avait faite, là, par exemple, en 2004, elle montrait que 30% ont dissuadé des parents, pour une prise de sang, 30% dissuadaient les parents. Pourquoi? D'être présents. 60% pour les soins importants, ponction lombaire, ce que vous disiez, c'est impressionnant, d'accord. Mais ça, je le mettrais bien en parallèle. Notre étude ne pouvait vraiment pas le montrer, mais ce qu'on voit quand même, c'est que si vous prenez bien en charge la douleur, vous mettez la crème anesthésiante, vous mettez ce gaz, vous connaissez les techniques de distraction. Là, à Sparadrap, on a beaucoup, il y a même un film maintenant sur la distraction lors des soins. Il y a aussi un film sur la présence des parents lors des soins. Le parent qui est là, il n'est pas d'abord obligé de rester. Il y a des parents quand même qui se sentent pas bien. Quand on ne supporte pas. Voilà. Donc il faut parfois, il faut pouvoir leur dire, est-ce que vous avez envie d'être là ou pas? Bon, si le parent dit, mais moi je veux être là et je veux être là tout le temps. Et mon enfant, de toute façon, il le veut. Bon, c'est sûr qu'un enfant va être réconforté si le parent est là. Mais il faut lui donner une place à ce parent. Parce que j'ai encore eu le tour hier avec une petite fille. Là, on ne parle pas des enfants avec handicap. Parce que là, vous disiez, moi je connaissais bien Louison. Mais c'est encore plus vrai quand c'est des enfants qui ont des handicaps, parce que nos repères, nous, on a quand même la connaissance selon les âges des acquisitions des enfants. Quand c'est des enfants avec des handicaps, handicap mental, handicap physique, là, cette petite fille, elle criait, elle avait sa crème anesthésiante et tout, il n'y avait pas de problème. Et maman, elle était là. Papa était là, tout le monde était là, mais sauf qu'il ne savait pas quoi faire avec la petite. Et donc, elle criait. Bon, alors là, moi, je suis formée à l'hypnoanalgésie, donc j'ai pu
induire de l'hypnose, bien qu'elle soit une petite fille handicapée. Et de ce fait-là, on est parti sur autre chose. Et puis alors là, d'ailleurs, l'enfant m'a revu l'après-midi, elle me reparlait de ce qu'on avait fait en hypnose. Donc, le parent qui est là, cette maman-là, j'avais pas le temps, je suis arrivée sur les lieux comme ça. Mais sinon, il faut lui dire, ben voilà, pendant que je ferai la ponction lombaire, moi je le fais par exemple, pendant que je vais faire la ponction lombaire, alors déjà la position, comment vous allez vous mettre physiquement. Et donc là, à Sparadrap, c'est ce qu'on est en train de faire là pour l'année qui vient, c'est de se dire au fond, de proposer, et pour des parents et pour des soignants, au fond, quelle position on peut avoir sans gêner un soignant, tout en gardant la qualité, la sécurité des soins, mais en ayant vraiment sa place de parent. C'est-à-dire que si on fait une ponction et que l'enfant est comme ça, et ben moi quelquefois je dis aux parents, mettez-vous devant, puis alors vous allez lui raconter une histoire, ou là vous allez peut-être chanter une chanson, et puis vous allez peut-être faire... Enfin, ils sont vraiment partenaires. Voilà. Mais il faut leur donner une place, parce que si il est juste là comme ça, bah non, il sait pas. De toute façon, ça sert pas. Enfin, moi, je serais à côté en train de regarder, ça servira à rien. On va essayer d'avancer parce que le temps passe terriblement. Ingrid, est-ce que vous avez pu, avec le papa, dormir sur place? Oui, j'ai pu dormir sur place. Donc en fait, lui était en réanimation et moi, je dormais dans la chambre qui allait lui être attribuée par la suite. Quand il allait sortir de réa. Et en plus, comme j'étais enceinte, j'avais droit à un lit médicalisé et pas juste un lit donc un d'appoint. peu chouchouté. Donc, voilà. Votre accouchement a dû être déclenché pendant l'hospitalisation d'Alexandre. À quel moment il a pu voir sa sœur? Eh bien, il a été le premier, donc après le papa, bien sûr. Parce que donc, quand il s'est levé, donc j'ai accouché à 3 h du matin. Et lui s'est réveillé vers 7 h du matin. Et tout de suite, l'infirmière lui a dit, est-ce que tu veux aller voir ta petite sœur? Il a dit oui. Et elle lui a mis un masque, parce qu'il était encore donc, en réa à ce moment-là. Donc elle lui a mis un masque, un tablier, une chaise roulante. Et elle est venue. Et en plus, elle a même eu la décence d'ouvrir la porte, de faire rentrer la chaise et puis de refermer la porte. Pour nous laisser ce moment vraiment en famille. Super. Et donc c'est vraiment un beau souvenir de... Enfin, j'avais ma fille dans les bras et je l'ai vue arriver. Et puis après, on lui a dit de rentrer à elle. Mais donc c'était vraiment humain. Un fonctionnement humain. Oui. On va tous partir vivre en Belgique. Justement, on parle de l'accueil des enfants, mais aussi des parents. Alors Stéphanie, vous habitez à 150 km justement de l'hôpital. Vous avez fait le choix d'arrêter de travailler pour être présente aux côtés de votre fille, et on vous comprend. Comment ça se passe au quotidien? Où est-ce que vous logez, par exemple? Au quotidien, actuellement, je peux dormir à côté de ma fille. Donc j'ai un lit que je déplie, que je replie tous les jours, voilà. Au jour d'aujourd'hui. Après, les choses vont se compliquer plus tard. Ma fille va subir une greffe. Elle va changer d'hôpital, elle va être en secteur très protégé, où là je ne vais pas pouvoir dormir avec elle. Je vais pouvoir être présente avec elle de 7 h du matin à 11 h du soir. Et pour dormir, il faut que je trouve une solution. Sauf que j'habite à 150 km. Trouver une solution, la maison des parents. La maison des parents à Robert Debré est fermée actuellement pour insalubrité. Elle est fermée pour 2 ans. C'est ça. Donc on m'a effectivement, l'assistante sociale m'a donné une liste de choses et d'autres où je pouvais essayer de me loger, où ça me coûterait 270 € par semaine, sachant que ma fille va être hospitalisée ça coûte une fortune. Pendant 2 à 4 mois à Robert Debré, et il faut que je trouve un financement pour pouvoir me loger à ce tarif-là. Donc on cherche une solution. Sachant que j'ai arrêté de travailler et que je ne gagne pas grand-chose. Puisque j'ai arrêté de travailler pour pouvoir vous occuper évidemment depuis 15 mois, et ben voilà. Donc quand je demande, j'ai été à ma mairie demander de l'aide. Qu'est-ce que vous a dit? Et ben que j'avais qu'à arrêter de payer mon crédit de maison pendant 6 mois. Comme ça, je l'avais mon financement. Voilà. Donc évidemment, aujourd'hui, on lance un appel. C'était une solution parmi tant d'autres. Aussi, il y a des associations qui peuvent trouver des appartements moins chers. Associations. Sur le site, Nadia? Oui, absolument. J'ai une adresse à donner qui donne des listes aux parents d'endroits où loger gratuitement ou en tout cas à moindre coût. Parce que 270 c'est pas possible. € la semaine, au jour d'aujourd'hui, multiplié par X semaines, c'est pas possible. Par entre 2 et 4 mois. Sûr. Et en sachant que vous avez quasi arrêté de travailler, donc vraiment j'ai très peu d'argent. On va chercher complètement travailler des solutions, Stéphanie. Ouais. Alors, on va continuer à parler des enfants aussi, puisque pour apporter un petit peu de soleil quand même aux enfants hospitalisés, il y a l'association que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Rire Médecin, qui envoie ses clowns dans près de 40 services pédiatriques en France. Et c'est Rebecca Craven qui a suivi Claudia Choufleur et Olivia Panzani pendant leur visite à l'hôpital Trousseau à Paris. Et on va voir justement Caroline dans ce sujet.